Tout d'abord, je remercie le RMT Alchimie pour cette invitation à présenter le projet Agritox, qui est un projet européen financé par le programme Interreg. Grosso modo, le projet Agritox est un projet qui est centré sur les mycotoxines, qui regroupe cinq régions de l'espace européen, l'Irlande, l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud, la France représentée par l'ANSES, le Portugal et l'Espagne. Donc dans ce projet, l'ANSES de Fougères est responsable de la création d'une base de données sur les mycotoxines et d'utiliser en fait, entre autres, cette base de données pour essayer de créer des nouvelles connaissances en utilisant notamment des méthodologies de toxicologie prédictive. Donc ce qu'il faut voir, c'est que effectivement les mycotoxines, c'est un problème croissant. Donc les mycotoxines sont produits par des champignons filamenteux. On les retrouve à toutes les étapes de la production alimentaire. Et elles provoquent des maladies chez les animaux d'élevage, mais aussi chez l'humain. On estime que 50 000 hospitalisations en Europe sont dues à des intoxications par les mycotoxines dans l'Union européenne. Et effectivement, avec les changements climatiques, il y a certaines mycotoxines qui commencent à devenir émergentes ou réémergentes, ce qui pose différents problèmes, notamment dus à leurs caractéristiques majeures, c'est-à-dire que c'est des molécules qui sont globalement thermostables, qui ont des structures extrêmement diversifiées. Elles sont difficilement quantifiables parce qu'il existe un manque de standards commerciaux pour les quantifier, et elles peuvent avoir des effets toxiques de manière chronique ou aiguë. L'idée du programme Agritox, c'est de créer une base de données qui va rassembler dans un même espace à la fois des données sur les mycotoxines, les données sur les champignons, les informations sur les denrées alimentaires qui peuvent être contaminées par les champignons et par les mycotoxines, et aussi d'implémenter sur cette base de données les différentes techniques et méthodes de référence pour la quantification et le dosage de ces mycotoxines dans les différentes matrices alimentaires, et aussi de créer de la connaissance en croisant des informations diverses, toxicologiques, quantification, répartition géographique de ces mycotoxines et métabolites, et donc d'essayer de créer une base de données qui est très interactive en recoupant au maximum les informations. Donc notre travail a déjà débuté par la création d'une liste de mycotoxines à partir de différentes publications et de listes qu'on nous avait fournies par nos partenaires au sein du projet Agritox. Et donc on a fait une fusion de ces différentes listes pour arriver, et un curage manuel aussi de ces mycotoxines, à une première liste de 904 mycotoxines et métabolites. On va prendre mycotoxines et métabolites parce qu'effectivement, il y a des intermédiaires de création de ces mycotoxines, mais aussi des sous-produits de dégradation. Et donc, on a essayé d'intégrer le maximum de molécules. Actuellement, on est à 904. On a une seconde liste qui contient maintenant 2500 mycotoxines et métabolites. Alors, toutes ne vont pas être des mycotoxines. Il y a aussi des intermédiaires réactionnels, comme je viens de le dire. Et à partir de cette liste, on a fait une première étape qui est l'extraction automatique des informations physico-chimiques sur les différentes bases de données, notamment des bases de données de chimie, comme PubChem ou ChemSpider, afin de ramener déjà des informations structurelles sur la physico-chimie de ces molécules, mais aussi de leur présence dans les différentes matrices. À la suite de cela, on a implémenté encore d'autres informations, c'est-à-dire de lier ces mycotoxines à des champignons producteurs. En fait, c'est très difficile. Quand on regarde la bibliographie, effectivement, il y a énormément d'informations sur les champignons, les différentes souches de ces champignons. Et le problème, c'est que parfois, le lien est très difficile à faire entre les champignons, les mycotoxines, mais aussi les matrices alimentaires et les mycotoxines et les champignons. Donc on est un peu dans un triangle des Bermudes qu'on essaie de compléter en important des informations d'autres bases de données, puisqu'il faut imaginer que l'ensemble du web est plein de bases de données indépendantes qui ne se lient pas les unes aux autres. Et donc notre travail, c'est un peu de relier un peu ces informations. Et donc, on a commencé à implémenter sur notre première liste de 904 mycotoxines des champignons. Et aujourd'hui, on a environ 1200 souches de champignons qui sont reliées aux 904 mycotoxines.
À partir de là, on a commencé à interfacer et construire la base de données en tant que telle, à partir d'un système SQL qui est un système classique, et d'essayer aussi, en même temps, de commencer de faire des interrelations entre les mycotoxines et les métabolites, par exemple, essayant de voir les voies de synthèse de ces différentes mycotoxines et d'essayer de grouper les différentes familles de molécules les unes avec les autres, et donc de regrouper l'information sur la synthèse de ces mycotoxines, ce qui est déjà un début d'interrelation entre les différentes molécules. Donc comment s'interface aujourd'hui la base de données? Elle n'est pas encore en ligne. On travaillait toujours à essayer d'augmenter le nombre d'informations disponibles dans cette base de données. Mais grosso modo, elle sera reliée, adossée au projet Agritox. Et donc, actuellement, on est à 904 mycotoxines, avec environ 1200 champignons. On arrive effectivement à une liste de molécules au départ. Donc les 904 molécules vont être listées les unes après les autres, avec différentes informations, poids moléculaire, SMILES, qui nous sert à faire de la toxicologie prédictive, mais je vais y revenir tout à l'heure, et d'autres informations physico-chimiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaye d'interfacer et de regrouper les molécules en famille et en synthèse, c'est-à-dire qu'actuellement, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'en cliquant sur un intermédiaire réactionnel, vous ouvrez directement une page reliée à cette molécule, et donc sur cette page molécule, vous avez les propriétés physico-chimiques, les noms alternatifs, puisque les mycotoxines parfois ont différents noms, les informations de toxicité et de toxicologie prédictive, et aussi d'autres informations comme les champignons qui sont associés. On est en train d'essayer d'ajouter effectivement toutes les méthodes de quantification classiques, que ce soit ELISA, HPLC, etc. Donc toutes les méthodes de référence et les méthodes en développement pour la quantification de ces mycotoxines, afin que en fait, cette base de données soit un peu un hub entre différentes parties prenantes, à la fois sur la partie quantification, voilà, quelle mycotoxine peut être quantifiée avec quelle méthode, quelle mycotoxine est présente dans quelle matrice, à partir de quel champignon, etc., et de grouper les informations pour que ça serve, cette base de données ne soit pas statique, mais justement qu'elle soit vivante et qu'on recoupe surtout les informations qui sont séparées déjà géographiquement sur différentes bases de données, mais aussi regrouper des informations qui sont, à mon avis, essentielles en tant que, notamment sur la surveillance et sur la détection et la mitigation de ces mycotoxines. Donc, pour ce qui est de la base de données, voilà à peu près l'idée et le concept de ce qu'on essaie de développer. Maintenant, nous, en tant que toxicologues, ce qu'on essaie de faire, c'est de la toxicologie prédictive. C'est-à-dire comment on peut utiliser maintenant ces différentes molécules pour essayer de savoir si ces molécules sont des molécules potentiellement dangereuses, potentiellement émergentes, et comment on va essayer de voir. Comme je l'ai dit précédemment, la difficulté des mycotoxines, c'est qu'il y a peu ou pas, parfois, de standards commerciaux pour faire la quantification, mais aussi l'évaluation de la toxicité. Donc notre idée par là était d'utiliser des nouvelles méthodes, ce qu'on appelle les NAM, les nouvelles approches méthodologiques, et d'essayer de faire de la toxicologie prédictive à partir de la structure des molécules. C'est-à-dire qu'on a des données sur les mycotoxines, on va utiliser des méthodes, ce qu'on dit in silico, donc majoritairement des QSAR, pour prédire la toxicité des molécules à partir de l'analogie structurelle de ces molécules avec des molécules qui ont déjà été testées. Et à partir de là, on peut identifier des données manquantes et d'essayer de prioriser certaines molécules, nouvelles molécules à tester, dans le cadre de ces évaluations. Donc pour cela, en fait, ce qu'il faut juste, c'est utiliser donc, les méthodes QSAR, donc pour relation quantitative entre la structure et l'activité biologique, c'est-à-dire que des analogies structurelles entre deux molécules vont, si une des deux molécules ou partie de molécule a été reconnue comme pouvant entraîner des effets mutagènes ou des effets cancérogènes, on va pouvoir penser que la molécule associée est dangereuse. Et donc, en fait, on utilise la plupart du temps le SMILE, Simplified Molecular Input Line Entry System, c'est-à-dire, grosso modo, c'est la traduction d'une molécule chimique en une suite de lettres.
c'est-à-dire qu'on a la structure de la molécule, et on va utiliser cela pour, à travers des méthodes donc, de QSAR, donc de in silico, pour prévoir la mutagénicité, la cancérogénèse de ces différentes molécules. Actuellement, il existe de nombreuses méthodes QSAR qui évaluent à la fois la mutagénicité, mais aussi la carcinogénicité. La mutagénicité, c'est un test assez simple, on va essayer de mettre la molécule en présence d'une bactérie qui ne peut pas pousser sur certains supports, et la réversion de la mutation fait que cette molécule, cet organisme, la plupart du temps une bactérie, va pousser sur le support. Pour la cancérogénèse, le test est beaucoup plus lourd parce qu'on va utiliser des animaux, donc des animaux ont été utilisés pour évaluer la carcinogénicité. C'est-à-dire qu'on va injecter ou donner certaines molécules à des animaux et ils vont développer des cancers. Dans le cadre justement du remplacement de l'utilisation des animaux, on utilise maintenant beaucoup ces méthodes in silico pour prévoir la capacité des molécules à entraîner des cancers. Et donc on va utiliser donc 14 modèles prédictifs qui sont 9 pour la mutagénicité et 5 modèles prédictifs pour la carcinogénicité. À partir de là, on va passer à travers ces petits programmes, on va dire, et on va avoir des données prédites quantitatives entre 0 et 1. 0, pas mutagène, pas cancérigène. 1, mutagène, cancérogène, probable. C'est-à-dire qu'il est possible que ces molécules soient dangereuses. Ça reste de la prédiction. Ce n'est pas sûr, mais ça veut dire qu'il y a quand même une alerte par rapport à ces molécules. On a déterminé un seuil de positivité à au-dessus de 0,5, c'est-à-dire qu'au-dessus de 0,5, on va considérer que ces molécules sont mutagènes et cancérogènes. À partir de là, pour tester les différents, donc comme je l'ai dit, il y a 14 modèles de QSAR. Pour tester ces différents modèles et voir quel était le plus précis dans ces différents modèles, on a décidé d'aller chercher dans les bases de données qui existent nos 904 mycotoxines pour voir si dans ces 904, il y avait déjà des molécules qui étaient reconnues comme mutagènes ou cancérogènes ou non mutagènes ou cancérogènes. Et on est arrivé à une liste de 95 molécules qui avaient été définies mutagènes ou non mutagènes et 43 molécules, mycotoxines, qui étaient carcinogènes ou non carcinogènes. Et on a utilisé ces deux listes pour tester en fait nos différents modèles, pour essayer de trouver le plus adapté pour prévoir la toxicité des mycotoxines. Et pour cela, on a travaillé sur 4 indicateurs de performance, c'est-à-dire qu'on a utilisé, comme on savait si ces molécules étaient mutagènes ou non mutagènes, carcinogènes ou non carcinogènes, on a testé dans les différents modèles pour essayer de savoir quel était le modèle le meilleur, ou les modèles les meilleurs. Donc pour ce qui est de la mutagénicité, donc vous avez ici les 9 différents modèles qu'on a utilisés et un modèle consensus. C'est-à-dire que tous les modèles sont basés sur des algorithmes et des bases de données différentes. Là, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de voir si chaque modèle était bon et si la moyenne de l'ensemble des modèles, ce qu'on appelle le consensus, était meilleure que les autres. Ce dont on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, le modèle consensus est un peu meilleur que les autres. Après, on a essayé de voir si en enlevant un modèle de l'ensemble des modèles, on améliorait aussi le seuil de prédictivité. Et on s'est aperçu qu'effectivement, le consensus était bon, que quand on enlève un des modèles, on a toujours des bons résultats, mais en fait, on s'est aperçu qu'un des modèles était bien meilleur que tous les modèles, ou que tous les modèles moins un modèle. C'est un modèle qui est en ligne, facilement disponible, qui s'appelle le système ADMET-Lab, et pour lequel on a une précision de 93%, une spécificité, c'est-à-dire que la molécule va être facilement prédite, donc en limitant les faux positifs et les faux négatifs, et très sensible sur la détection des molécules qui sont mutagènes. Et le MCC, c'est un indicateur statistique qui permet de montrer la relevance du système. Donc à partir de là, on avait quand même réussi pour la mutagénicité à avoir un système très prédictif à partir de molécules qu'on connaît. On a fait exactement la même chose sur la carcinogénicité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de modèles sur
carcinogénicité, parce que c'est un processus qui est beaucoup plus intégré puisqu'on utilise des animaux entiers, et moins sélectif puisqu'on regarde les cancers en général. Et on s'est aperçu que, comme tout à l'heure, en fait, ici, c'est le modèle consensus moins un des modèles qui montre, une spécificité et une sensibilité la meilleure. Il faut bien comprendre que la carcinogénicité est un phénomène beaucoup plus intégré, donc beaucoup plus difficile à prévoir. C'est pour ça que les niveaux de sensibilité, spécificité et de précision sont bien moins bons. À partir de là, on a passé nos 904 mycotoxines et on s'est aperçu que, en posant notre seuil à 0,5, c'est-à-dire au-dessus de 0,5, il y avait une forte probabilité pour que ces molécules soient mutagènes. On avait, grâce à ce modèle-là, donc ADMET-Lab qui était le plus précis, 127 mycotoxines qui étaient potentiellement mutagènes. Pour ce qui est de la carcinogénicité, on est moins stringent parce que c'est plus compliqué dans un sens de prédiction. Et donc on avait 548 mycotoxines et métabolites potentiellement cancérogènes. Notre idée, c'était d'essayer d'aller un peu plus loin et de croiser ces listes. Quelles sont les mycotoxines qui peuvent être à la fois mutagènes et cancérogènes, afin d'essayer de les prioriser. On s'aperçoit bien que dans ces 95, on a bien 30 mycotoxines qui sont déjà connues expérimentalement, soit sur le volet mutagène, soit sur le volet carcinogène, et que 8 d'entre elles étaient connues pour être dans les deux parties. Donc, ce qui valide déjà notre approche, et montre bien l'intérêt d'essayer de trouver des nouvelles molécules qui sont potentiellement dangereuses. À partir de là, on a essayé d'utiliser déjà ce qu'on faisait sur la base de données, les connaissances générées, pour essayer d'analyser en fait ces 95 mycotoxines. Et on s'est aperçu que dans ces 95 mycotoxines, il y en a 60 qui font partie d'une famille de synthèse de mycotoxines qui appartiennent aux polykétides. Donc sur les 95, il y a 60 mycotoxines qui appartiennent à cette famille, qui sont majoritairement synthétisées par les Aspergillus penicillium et un peu par les Fusarium. Mais grosso modo, cela veut dire quand même qu'on a une alerte sur 2 tiers des molécules qui appartiennent grosso modo à la même famille, même si structurellement, attention, ça, c'est la même famille de synthèse, mais structurellement, effectivement, on a quand même une grande diversité. Mais grosso modo, c'est plutôt des noyaux qui sont anthracènes, donc 3 cycles benzéniques. Une autre famille a été identifiée, qui est le phénylcylpépé, qui regroupe 8 composés. Actuellement, on a 27 mycotoxines, où on n'a pas d'informations sur leur origine, mais on est toujours en train de travailler pour essayer de regrouper d'autres informations qui permettraient de reclasser ces molécules. En conclusion, les approches par QSAR permettent une bonne fiabilité de prédiction pour tout ce qui est aspect mutagénicité. Pour la carcinogénicité, comme c'est des phénomènes beaucoup plus intégrés, c'est plus difficile d'avoir une prédiction vraiment précise. Mais c'est essentiellement dû à la différence entre les tests expérimentaux qui sont beaucoup plus complexes pour l'un ou pour l'autre. Mais ça reste quand même une bonne façon d'estimer de risque et d'essayer de prioriser des molécules à tester dans l'avenir, si effectivement on les retrouve aussi au niveau des matrices alimentaires. Actuellement, on est en train d'aller plus loin, notamment par des approches bibliographiques et bibliométriques, par des approches de text mining, pour recouper, comme je l'ai dit précédemment, les informations. Actuellement, la base de données rassemble 904 mycotoxines et métabolites. On essaye d'implémenter une nouvelle version pour après la mettre à disposition de la communauté, en implémentant aussi d'autres méthodes, d'autres prédictions, pardon, et d'amener d'autres informations comme les effets génomiques, les méthodes de référence des dosages et la présence des mycotoxines dans les matrices alimentaires. Pour aller plus, juste un point de détail sur le projet Agritox, si j'ai encore un peu de temps, un tout petit peu. Le projet Agritox est donc un projet interreg façade atlantique qui regroupe 5 aires de l'espace atlantique. Il vise à fournir aux industries de l'alimentation humaine et animale des informations, des solutions techniques pour la mitigation et pour la quantification des mycotoxines à travers des systèmes d'alerte et des plans de gestion. Donc l'idée du projet Agritox, c'est quand même de fournir des informations pour
pour aider les parties prenantes dans cette gestion. Et juste, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme AgriTalks pour avoir accès à la newsletter et aux informations inhérentes au projet. Il suffit d'aller sur agritalks.eu et il y a toute une partie network où vous pouvez vous enregistrer et vous aurez automatiquement des informations par rapport aux méthodes de quantification, de rémédiation et des différentes informations inhérentes au projet. Voilà, je remercie encore le RMT Alchimie pour son invitation et merci pour votre attention et je remercie aussi l'Europe à travers son financement. Oui, j'avais une question par rapport à vos données. Est-ce que vous les avez recoupées avec les plans de surveillance qui existent au niveau du ministère de l'Agriculture sur les mycotoxines, notamment aflatoxine B1, aflatoxine M1? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore recoupé ces informations justement sur les données de quantification un peu partout, etc. On n'a pas encore fait parce qu'en fait, il faut qu'on aille chercher l'information, qu'on puisse la ramener et qu'on la remette dans la forme de la base de données. Donc c'est un travail assez important et on est en cours. Voilà. Mais ça doit être fait, oui. Ça fait partie des endpoints essentiels par rapport à ce qu'on veut faire. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je voulais vous demander, est-ce que dans le cadre de ce projet, il est prévu de confirmer la toxicité de certains métabolites fongiques, la toxicité qui a été prédite avec ces modèles QSAR? Oui, il y a déjà on effectue actuellement des travaux, notamment sur des mycotoxines émergentes, égnatine, bovérécine, etc., où on fait déjà des travaux sur l'hépatotoxicité, etc., pour voir un petit peu... Pour confirmer les deux approches, en fait. Pour voir un petit peu ce que ça donne aussi et de voir d'évaluer la dangerosité de ces molécules, d'un point de vue toxicologique. Et après, une autre question. Est-ce que si on s'inscrit sur le site, on pourrait avoir cette base de données ou pas? Alors, actuellement, la base de données sera de toute façon... Alors, pour l'instant, elle n'est pas accessible parce qu'on est toujours en train de rassembler des informations, mais on espère pouvoir la rendre disponible à la communauté d'ici 1 an. Après le projet, d'accord. C'est parfait parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur les métabolites secondaires fongiques, en fait. Non, très peu. Après, il y a des informations, mais il faut aller chercher dans tout ce qui est spectrométrie de haute résolution pour essayer de... Oui, avec la spectrométrie de masse, oui. J'ai une question en ligne, je pense que c'est un étudiant, d'après le nom que je reconnais, qui écrit « Quel lien faites-vous entre les informations fournies par l'étude et HACCP ?» C'est une bonne question, qui est une très très bonne question. Actuellement, dans le cadre de la base de données, on n'en fait pas. Mais dans la mesure où on va implémenter différentes informations sur les quantifications à certains endroits, quand c'est disponible, quand c'est publié, de la production alimentaire et de la production, on espère pouvoir ajouter et implémenter des informations sur les différentes étapes. J'espère que j'ai répondu, à peu près. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question à propos de la qualité des informations qui rentrent dans la base de données, comment elles sont vérifiées, etc. Parce qu'un exemple pour le lien entre les producteurs de mycotoxines, enfin les champignons producteurs de mycotoxines et mycotoxines, on trouve dans la littérature, dans certaines choses, des erreurs qui traînent. Et donc, comment vous pouvez curer ça? Alors, idéalement, on cure à la main. Sauf qu'on n'est pas une légion. Donc, on est très peu. Donc, en fait, je vais répondre sur la redondance. Si on ne peut pas curer, on va utiliser la redondance d'informations pour valider. Ce qui vaut ce que ça vaut. Et aussi, on espère que les utilisateurs nous feront des retours. Voilà, faut imaginer que c'est une base de données qu'on essaie de construire avec des informations qui sont très recoupées, mais que l'utilisateur, en tant que spécialiste aussi de son domaine, va nous faire des retours pour qu'on corrige, justement pour que ce soit dynamique et interactif. Sinon, la base de données n'a aucun intérêt. Autant sortir une feuille Excel avec les informations et toutes les informations de la base de données seront disponibles. Donc, on n'a pas
on n'est pas là en tant que être sûr de notre savoir. On est là aussi au service des utilisateurs et des parties prenantes pour qu'il y ait ce dialogue constant pour améliorer la base de données et d'avoir des informations qui sont les plus pertinentes. Après, au vu de la quantité de données qu'on essaie d'intégrer, il y aura des erreurs. On ne peut pas, même en utilisant les meilleurs algorithmes de text mining et de recherche textuelle, les bases de données les plus précises dans le domaine, on aura de toute manière des erreurs. Mais voilà, on essaye quand même de faire ce travail qui n'est pas réalisé, de recouper des informations. Il y a des bases de données un peu sur les aflatoxines, un peu sur certaines mycotoxines, certains champignons. La base de données champignons est énorme, mais il n'y a pas obligatoirement de lien avec les champignons qu'on trouve dans les différentes matrices alimentaires. Donc en fait, notre travail, humblement, c'est d'essayer de recouper ces informations et de les rendre interactives et de créer de la connaissance en recoupant les informations. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'aller plus loin que juste d'avoir de l'information statique. Donc c'est peut-être un vieux pieu, mais c'est comme ça qu'on essaie de l'envisager.